Otep à toutes et à tous et bienvenue sur une fois de plus ce mardi sur les antennes de Kemet Télévision. Et vous savez, tous les mardis, je suis avec la matriarche Nangonjoy et avec elle ce matin, nous allons aborder un sujet crucial et très important, la médecine à l'époque traditionnelle. Avant l'arrivée de la médecine dite moderne ou conventionnelle, comment est-ce que les Africains se soignaient-ils? Nous le savons, ils étaient très forts et en très bonne santé. Nous allons découvrir justement les mystères de cette médecine-là avec la matriarche Nangonjoy ce matin, Madame le délégué régional des tradis praticiens du centre. Mais avant de la présenter, permettez-moi de prendre très rapidement cette bande d'annonces et je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. A tout de suite, Madame, Monsieur. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 389 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Retour sur le plateau après cette bande d'annonces qui annonce justement Kemet Reconnexion 2024 qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. D'ailleurs, demain mercredi, une autre édition spéciale pour davantage actualiser les informations relatives à cette organisation. Donc, permettez-moi de recevoir la matriarche Nangonjoy avec qui, comme je l'ai dit, nous allons découvrir les pratiques, les savoirs ancestraux et les valeurs qui ont guidé les soins de santé et le bien-être dans les sociétés africaines avant l'arrivée justement de la médecine moderne. Benye Gabé, Mbembekiri, Otep, bienvenue. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, mon fils, ça va très bien. À tous les téléspectateurs, je leur dis au TEP, mi somangandak, nyule niha nimbeme. Bon, Mbekiri, Benyegabe. Ça fait 2 semaines, on ne t'a pas suivi. Où étais-tu passé, matriarche? Je suis passé faire encore un tour à Zili pour les éventuels préparatifs et mettre beaucoup de choses à jour avec nos consoeurs de Muvungu, les matriarches, d'autres matriarches qui sont déjà un peu fatiguées, qui ne peuvent pas beaucoup se déplacer, les préparer par rapport à cet événement de reconnexion, que nos enfants viendront de partout pour se reconnecter à la terre de leurs ancêtres et leurs ancêtres, voir les plantes et tout ce qu'on va voir maintenant, ce qu'ils vont consommer, ce qu'ils vont avoir comme tradition que je ne peux pas dévoiler ici. D'accord. C'est très important, matriarche. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler quand même d'un sujet assez important. Tu nous avais dit ici la dernière fois que quand on est initié au Muvungu, forcément on connaît les plantes médicinales, forcément on connaît la médecine, forcément on peut soigner nos semblables et pourquoi pas même les animaux. Donc nous allons parler de la médecine. Comment est-ce que la médecine, comment le Muvungu pratiquait cette médecine-là à l'époque où la médecine dite moderne ou alors la médecine conventionnelle n'existait pas
encore matriarche. Oui, cette époque lointaine, il y avait des ancêtres, nos aïeux. Nos aïeux se soignaient, nos ancêtres se soignaient par rapport à cette savoir divine de la planète. Donc, les plantes, la terre, les roches, l'eau, les racines, les fruits et même l'air. Parce que si tu n'as pas l'air, on peut te réanimer pour te donner un souffle avec l'air. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau d'air. Alors que ça commençait par la grossesse, la naissance, ainsi tu grandis. Mais comme il est de principe qu'on parle aujourd'hui, ne serait-ce que de la nutrition. Avec la nutrition, on pouvait déjà connaître comment on se soigne parce que les hôpitaux n'existaient pas. Les hôpitaux existent depuis 1900. Depuis 1900 que les hôpitaux existent, mais avant ça, on se soignait avec les écorces, les racines, les feuilles et autres que je viens de citer. D'accord. Par exemple, l'homme africain savait se soigner à base de sa nourriture. Nous allons commencer par le début, matriarche. Oui. Nous allons commencer par le début. C'est-à-dire, dans le Movungo, quand une femme était enceinte, nous savions qu'elle était vulnérable à un certain nombre de maladies. Alors, la femme enceinte qui portait ces bébés-là, qui plus tard, n'est-ce pas, allaient arriver au monde, comment elle se soignait elle-même pour prévenir déjà la santé de l'enfant qui était dans le ventre? C'est-à-dire, quel type de maladie à cette époque-là déjà on avait et comment est-ce que on les soignait, notamment la femme enceinte. Commençons par là. Voilà. La femme enceinte, déjà, on prévenait, à l'époque-là, on prévenait les épidémies. Donc, quand il y a une épidémie, par exemple, de la grippe, on sait déjà que la femme enceinte est très allergique, disons, la catégorie de personnes. S'il y a un médicament qu'on donne aux femmes enceintes, ou elle-même, elle est déjà relayée par le savoir de sa grand-mère, sa mère, ses parents, son entourage, en disant que une femme enceinte doit utiliser tel produit quand tu es enceinte. Quand tu dois prendre que telle herbe, telle racine, telle écorce, quand tu es enceinte, telle feuille. Ça, c'est pour prévenir diverses maladies susceptibles d'attraper la femme enceinte. D'attraper la femme enceinte et le bébé qui est dans le ventre, tout en préservant que la métamorphose de ce bébé ne soit pas troublée par les effets secondaires des médicaments. Donc, la femme enceinte était beaucoup soignée par ce qu'elle consomme, la nourriture, avec les feuilles, les fruits, et pas n'importe quel fruit. Pas n'importe quel fruit. Et la femme enceinte avait des interdictions d'air, mauvais air. Par exemple, une femme enceinte ne se baladait pas la nuit de peur d'attraper l'air des sorciers. Elle n'a pas le droit de traverser un carrefour de peur d'attraper l'air des sorciers. Elle n'a pas le droit de manger certains trucs... les animaux, par exemple, qui sont moches, tels que les animaux qui sont moches, tels que les... Il y avait un animal de brousse, par exemple, comme le pangolin, comme ça, qui n'est pas très beau. Non, comme le pangolin qui n'est pas très beau, qui est toujours en train de se rebiffer. Et avec les écailles, mais pourtant une très bonne viande quand même quand on la consomme. Mais il était exclu que la femme enceinte ne mange pas le pangolin parce que ton enfant va passer son temps à avoir une grippe qui ne finira jamais. Toujours en train de faire comme le pangolin. Donc parce que l'enfant, le fœtus qui est dans le ventre copie ce que tu as mangé. On pouvait dire à la femme enceinte de manger par exemple le singe. Et le singe est-il beau, matriarche? Le singe est bien laid aussi, hein? Ça, la caricature de l'homme.
Ah, d'accord. Mais ça, ses principautés sont très sages et très malins. Donc le singe survole, il est préventif. Oui, la science moderne a démontré que le singe et l'homme ont 11 chromosomes identiques. Identique, Et il n'y a que 7 qui ont muté. Il n'y a que 7 qui ont muté. Voilà. Et Donc ça veut dire effectivement que l'homme n'est pas très loin du singe. du singe. On pouvait dire à la femme enceinte de manger, par exemple, les pattes de la poule. Donc, elle mangeait la poule, pas le coq. Elle mangeait la poule. Parce que avec la poule, l'enfant a fait une croissance normale de sa métamorphose. Parce que la poule, à un certain moment donné, est très attentif plus que l'homme. Hein. Oui, plus que l'homme, parce que quand le vent passe, l'homme aujourd'hui a rejeté cet aspect avec l'enfant. Quand le vent passe, la poule couvre ses poussins. Quand l'air violent passe là, très froid, la poule couvre ses poussins. Mais aujourd'hui, toi qui es avec ton petit bébé, le bébé est là, l'enfant est là-bas à l'écart. Tu ouvres l'enfant comme ça. Tu ne couvres pas l'enfant. On est obligé de te dire à l'hôpital que couvre l'enfant. Et pourtant, ça devait être une réaction. Vraiment, quand toi-même tu ressens que le climat n'est plus bon, tu dois couvrir l'enfant. Parlant de poules, justement, moi j'élève les poulets du village à la maison. Oui. Madame et moi, nous avons pris la peine d'observer la poule pendant qu'elle caquette, pendant qu'elle pond, pendant qu'elle éclot. Et comment est-ce qu'elle entretient ses petits. Mais je t'assure, matriarche, j'ai dit à madame que l'homme ne dépasse pas l'animal. L'homme ne dépasse pas l'animal parce qu'à certains moments donnés, il a plu et des fortes pluies. La poule s'est retrouvée hors de son enclos. Mais sauf que quand la pluie est finie, quand on part voir, on se rend compte qu'aucun des poussins n'est mouillé. Jusqu'aux pattes. Seule la poule est mouillée. Mais quand elle se lève, elle fait le mouvement des ailes là, comme pour chasser l'eau, et elle continue. Je dis que waouh, ça c'est incroyable. Oh, comme tu l'as dit, nous savons qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ne savent même pas vêtir la tenue qu'il faut mettre à l'enfant quand il y a telle ou telle autre température. Donc il faut composer avec les animaux. Parfois il est important qu'on regarde le fonctionnement des animaux. Regarde par exemple la poule, quand elle couvre ses œufs, elle a une heure, elle l'observe partout. Si les hommes ne sont pas à côté, pour ne pas venir voler ses œufs. Avant de se lever. Avant de se lever. Si tu es à côté là, si sens que tu veux prendre un œuf dans son nid, elle ne se lèvera jamais pour chercher à manger. Elle se sacrifie. Elle se prive de manger, d'aller picorer. Parce que il a peur, la poule a peur que tu viennes voler ses œufs. Et autre chose concernant la poule, toujours dans l'observation que nous avons faite, même quand c'est un corbeau qui passe, même si ce n'est pas l'épervier, même si c'est le corbeau et qu'il est de passage, elle a un cri qu'elle envoie. Crrr, tu vois comment tous les poussins, chacun reste, personne ne bouge plus. Oui, donc tu as l'impression que ce sont des pierres. Il se rabat à même le sol. Voilà, exactement. Et après, quand tu fais de nouveau quoi, ça veut dire que non, ça va, le danger passer. Tu vois comment les poussins se lèvent et puis recommencent à suivre. C'est très beau. C'est très beau. C'est pour cela qu'il est donc conseillé à la femme enceinte de manger la poule. D'accord, matriarche, ça c'est au niveau de la prévention. Maintenant, s'il arrive que la femme enceinte, par exemple, est déjà victime des maladies, ça peut être la grippe, ça peut être le paludisme, parce qu'il faut dire que quand la femme, quand la grossesse commence véritablement son processus, il y a comme un changement. Je ne sais pas si c'est de température ou bien de quoi. Parfois, certaines femmes qui ne sont pas très fortes, elles tombent malades. Oui. Elles tombent malades. Et c'est même parfois à travers ça que
la maman peut savoir que ma fille, quand elle fait comme ça veut dire que elle est enceinte. Elle est enceinte. Bon, maintenant, la femme enceinte, quand elle est déjà victime, soit de la grippe, soit du paludisme ou toute autre maladie, alors comment elle était traitée, tout en tenant compte du fœtus qu'elle portait déjà? Elle était traitée avec les écorces, les feuilles. Donc, il y avait les potions qu'elle devait toujours avoir pour boire. Donc, pas pour éradiquer l'état de corps qui est en métamorphose, en mouvement. Parce que si le corps n'a pas toute son élasticité, l'enfant ne peut pas bien évoluer dans le ventre. Par exemple, tu ne peux pas prendre les anti-inflammatoires quand tu es enceinte. C'est un produit qui sont très forts en anti-inflammatoires parce que tu risques d'accoucher un enfant nain. Donc, il y a les mesures que tu ne dois pas prendre les anti-inflammatoires. Par exemple, quand ta grossesse a moins de 5 mois, tu ne dois pas prendre les anti-inflammatoires. Même quand bien même toute la grossesse, tu dois éliminer ça. Sinon, l'enfant va naître avec certaines défaillances dans sa croissance. Bon, maintenant, si la femme enceinte avait une maladie qui nécessitait donc les anti-inflammatoires, comment est-ce qu'on la traitait? On la traitait avec la nourriture, ce qu'elle consommait. Donc, on cherchait par exemple les feuilles de macabo. Elle mangeait ça, on préparait ça dans son repas. Dans son repas, elle mangeait ça. Il y a par exemple le macep. Elle pouvait manger ça dans toutes ses nourritures, que ça devienne amer, un peu dans sa sauce, la sauce bouillon. Mais régulièrement, les femmes qui ont une maladie avant la grossesse sont conseillées de manger plus de bouillon. Les bouillons, les légumes, si c'est la viande, si c'est le poulet, si c'est le poisson, que ce soit en bouillon. Elle ne doit pas consommer sec. Parce que régulièrement, leurs fœtus ont moins d'eau. Cela veut dire qu'il y a une quantité d'eau que le fœtus peut s'améliorer, se métamorphoser avec. D'accord. Le fœtus nécessite un certain nombre de litres d'eau. D'eau, oui. Maintenant, quand ce n'est pas le cas, à travers le repas, la nourriture thérapeutique, n'est-ce pas, on contribue donc à augmenter cette quantité d'eau-là pour que le fœtus se meut tranquillement dans le processus de la grossesse. Oui. D'accord. Bon, maintenant, à quel moment est-ce que on amenait, par exemple, la femme enceinte ou bien tout malade chez le docteur traditionnel? Parce que je sais que toutes les mamans, à cette époque-là, connaissaient quand même des petites recettes pour telle ou telle autre maladie. Bon, à quel moment est-ce que on amenait le sujet chez le médecin traditionnel du village? Bon, à cette époque-là, comme aussi beaucoup étaient spécialisés dans beaucoup de choses, beaucoup de traitements, qu'il y avait ceux qui étaient spécialisés pour les entorses, les fractures et tout. Il y avait les mamans qui étaient de Muvungu, par exemple, qui étaient spécialisées pour la natalité prénatale et pour les enfants, les maladies des enfants, les femmes enceintes aussi. Donc, il n'y avait pas de période. Donc, quand tu te déclares enceinte, tu peux te présenter là-bas quand tu ne connais pas les traitements appropriés pour une femme enceinte. Donc, elle part là-bas. D'accord. La femme du Muvungu, par exemple, quand elle soignait la femme enceinte, comment est-ce qu'elle savait exactement que telle herbe ou telle autre herbe ou telle autre écorce va soigner telle maladie sans qu'il y ait d'effet second, notamment par rapport au fœtus que la femme enceinte portait? Parce qu'aujourd'hui, dans la médecine conventionnelle,
quand tu tombes malade du paludisme, par exemple, et qu'on te prescrit, on te dit que tu prends 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir, après avoir mis quelque chose dans le ventre. C'est ce qu'on appelle la postologie. Bon, comment est-ce qu'à cette époque-là, c'était mesuré et jusqu'à ce que ça marchait? À cette époque-là, c'était bien mesuré. C'est même par là que la médecine conventionnelle a puisé le savoir-faire pour exister aujourd'hui. Avant d'ajouter le caractère chimique. Avant d'ajouter le caractère chimique de conservation. D'accord. Puisque déjà, on prélevait les produits naturels et on leur consommait à la fois naturel parce qu'il n'y avait pas question de conserver. Ça jusqu'à... Ah, d'accord. Donc, comment on pouvait retrouver les médicaments qui pouvaient soigner une femme enceinte atteinte du paludisme sans toutefois briser sans toutefois surdoser, par exemple, et que ça la menaça plus tard, ou alors connaître la dose exacte qui permettait à ce que le fœtus ne soit pas affecté et que la future maman guérisse dans sa maladie. Voilà, il y avait plusieurs façons de détecter les produits. Donc tu prends ça, tu prends les écorces pour que, par exemple, une femme enceinte qui avait le paludisme, on connaît que les écorces sont violents quand ils sont naturels. Brut. Donc, tu prélèves les écorces, par exemple, tu trempes dans l'eau. Quand ça fait 10 minutes, tu verses cette première eau de jus. Parce que ça a un peu l'huile. C'est un peu l'huile. Il y a un liquide qui est un peu comme si c'est l'huile qui est au-dessus. On verse ça. Tu verses ça. Tu retrempes, par exemple, les écorces là dans l'eau. Et c'est cette eau-là que la femme enceinte boit. Ah, d'accord. Ça veut dire que le médicament à l'état brut, oui. Son principe actif est très puissant. Oui. C'est-à-dire, on le trempe, oui. On verse cette première eau. Voilà. Et maintenant, on retrempe de nouveau. Ça permet donc à ce que, n'étant pas très fort, ça coule quand la femme enceinte boit, ça part normalement. Et il y avait aussi, quand la femme enceinte est atteinte du paludisme, par exemple, tu prends l'huile de manianga. C'est-à-dire l'huile de palmiste. L'huile de palmiste. Tu oins son ventre avec le dos, les seins et tout, le cou. Ça soignait aussi. Le paludisme? Le paludisme. Une crise très forte du paludisme. Oint l'huile de maniaca, l'huile de palmiste à une femme enceinte. Ça va se stopper. Je veux bien savoir par quel moyen l'huile de palmiste entrait par les pores et allait justement tuer l'anophèle. C'est l'anophèle femelle qui donne le paludisme, le palmodium, ou c'est le palmodium. Je ne sais plus trop comment on appelle. Le plasmodium. Le plasmodium. Oui. Comment? Le plasmodium fonctionne avec le liquide qui est dans l'épiderme. D'accord. C'est ça qui fait que tu as les frictions, de la chair de poule. Oui, tu trembles. Tu trembles et tout. Et maintenant, quand on te fait ce gommage d'huile de palmiste, ça bloque. Et ça, comme c'est un anti-inflammatoire que la femme enceinte ne peut pas boire, ça tue ce plasmodium-là. Et après ça, elle boit l'eau chaude claire. Et ça va. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui pour toutes ces femmes-là qui sont enceintes, pour toutes celles qui vont accoucher, pour toutes celles qui ne sont pas encore tombées enceintes? Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore marcher? C'est-à-dire attraper le paludisme et se faire oindre par l'huile de palmiste et puis tu boire l'eau chaude. Est-ce que tu le pratiques encore aujourd'hui, Mathias? Je le pratique pour les gens qui n'ont pas l'argent. Puisque les gens font recours à la médecine traditionnelle quand elle n'a pas l'argent. Donc, tu lui fais ça et ça va. Et ça marche. Et ça marche. D'accord. Sortons de la femme enceinte. Venons maintenant au bébé, parce qu'on va prendre l'être humain depuis son état bébé
Oui. en grandissant. Oui. Pour savoir comment est-ce que nous, on se soignait. On était tellement forts et puissants. Or, il n'y avait pas d'hôpitaux. Oui, il n'y avait pas des hôpitaux ici en Afrique. D'accord. Beaucoup de bébés, quand ils viennent de sortir du ventre, dès qu'ils tombent dans la température qui est différente de celle qui était dans le ventre, il y a beaucoup d'enfants également qui tombent malades. À cette époque-là, comment est-ce qu'on soignait les bébés? Ou alors, comment détecter déjà que c'est telle ou telle maladie dont l'enfant est victime avant même de soigner? Bon, à la naissance, quand l'enfant naît, à cette époque-là, il y avait déjà les feuilles qu'on préparait pour accueillir un nouveau-né. Et la femme enceinte, donc, à côté du village, à côté de la cabane, aux côtés des villages, la forêt était réservée. On n'abattait jamais les arbres qui sont à côté des maisons. Puisque les gens construisaient sur les terrains d'abattage des éléphants. Quand l'éléphant a déjà abattu les arbres quelque part, c'est là où ils viennent s'installer. Les hommes venaient construire. Oui, les hommes venaient construire là. Alors, les arbres qui étaient aux environs étaient réservés aussi pour la santé, pour l'accueil des bébés, les soins en général de la famille. Donc, on accueillait un petit bébé avec les feuilles, les larges feuilles. Et ces feuilles-là gardaient une certaine chaleur. Et c'était aussi un antibiotique, un antiseptique à la fois. Donc, tu ne pouvais jamais trouver un bébé avec la gale. La preuve en est que les pygmées ne connaissent pas la gale. Elles ont la peau lisse. Les pygmées ne connaissent pas la gale. Vous avez déjà trouvé un pygmée avec la gale? Pas du tout. Voilà. Par contre, toi, tu auras la gale avec toutes les cicatrices du monde. Donc, ils ont des feuilles. Il y avait des feuilles. Il y avait aussi les fruits qu'on pouvait frotter sur le corps de l'enfant. Si je comprends bien, ça veut dire que ces feuilles-là avaient une certaine température qui n'était pas très loin de la température du ventre. Oui. Ce qui fait que ça maintenait l'enfant dans cette petite chaleur-là. Oui. Et en même temps, ces feuilles-là également servaient d'antibiotiques. Oui. Ça veut dire que tous ces petits insectes-là qui pouvaient piquer le nouveau-né, ces feuilles-là servaient à chasser tous les insectes-là, les moustiques. Sinon, ça chassait même les serpents. Les serpents même, ça chassait. C'est pour cela que à cette époque-là, tu trouvais un petit bébé, on mettait les fruits au rein, au cou, parfois même au bras, aux manches. Oui. Sur les poignets là. Oui. Donc, on gardait bien le bébé. On faisait on protégeait sa fontanelle. On protégeait sa fontanelle. D'accord. Et matriarche, quelles sont les maladies dont les nouveau-nés de cette époque-là étaient, par exemple, victimes? Parce que quoi qu'il en soit, tu ne vas pas quand même nous dire que tous les bébés de cette époque-là grandissaient forcément sans tomber malades. Oui, tous les bébés de cette époque-là n'étaient pas à 100%, mais c'était à 90%. Parce que quand un bébé mourait, il fallait... Moi, je me rappelle à mon époque, j'étais encore petite. Quand un petit bébé meurt, on se pose bien des questions. Il faut qu'on sache pourquoi ce bébé est mort. Et régulièrement, il y avait un changement d'entretien. Cela veut dire qu'une femme qui se fait entretenir traditionnellement... À l'attention de la régie, la caméra sur la maman, je vous en prie. Donc, une femme qui se fait entretenir traditionnellement durant toute la grossesse. Par exemple, quand elle accouche, au village, donc elle ne part pas à l'hôpital, elle accouche là. Bon, il y a déjà une éducation qui est parallèle à l'autre, peut-être les maladies que l'enfant pouvait attraper. Donc, avec cette éducation-là, était régulièrement
le froid. Le froid. Parce que d'autres disaient que, oh non, il faut laisser l'enfant. Il y avait toujours des gens qui étaient insensés. Ils disaient, oh, il faut laisser l'enfant comme ça. L'autre dit, non, il faut couvrir l'enfant. Donc, si toi, la mère, tu n'es pas sage de garder ton enfant, il va mourir de froid. Je vais citer quelques maladies et tu vas nous dire comment est-ce qu'on les soignait, notamment chez les nouveau-nés. Oui. Les enfants étaient beaucoup victimes d'une maladie qu'on appelait la rougeole quand ils étaient bébés. Ils étaient victimes d'une maladie qu'on appelait la jaunisse. Ils étaient victimes d'une maladie qu'on appelait les rouges fesses. Je ne connais pas son nom scientifique. Les rouges fesses. Il y avait également la varicelle. Donc, ce sont des maladies qui étaient propres aux nouveau-nés. Moi, je parle de cette époque-là. Alors, comment ces maladies-là étaient justement soignées au niveau des nouveau-nés et à cette époque? Déjà, à cette époque-là, moi, j'ai vu les nouveau-nés, je n'ai pas connu de rouge fesses. L'époque récente où moi, je suis née, étant enfant, parce que ma maman a accouché beaucoup, j'ai aussi vu beaucoup de femmes accoucher. Il n'y avait pas de rouge fesses parce que les enfants ne portaient pas les couches. Il y avait les feuilles que quand l'enfant a fait les selles, on essuie ses fesses avec. Donc, il n'y avait pas de question de rouge fesses. Bon, à propos de la varicelle, c'est à un certain âge d'enfance qu'un enfant pouvait attraper la varicelle. Et ça se soignait en 2 jours. C'est fini. Avec quoi, matriarche? Avec les écorces. Avec les écorces. On bout les écorces, on lave l'enfant, on fait boire quelques cuillères à soupe. Et ça va. D'accord. Et une maladie comme... Maintenant, la jaunisse, on comprenait très bien que c'était la maladie du sang. La maladie du sein? Du sang. Ah, du sang. Oui. Si un bébé naît jaune, on va regarder comment son père, on va appeler son père, on lui demande comment il se sent. On demande à la maman, comment tu te sens? Donc, on disait que ce n'était même pas la jaunisse en tant que telle, ce n'est pas comme ça qu'on appelait ça. On appelait ça la maladie de l'intérieur de l'œuf. Ah oui, comme l'intérieur de l'œuf est jaune. Oui. D'accord. Donc, à cela, on prenait quelque chose dans on faisait une potion. On mélangeait avec les peaux de l'œuf. On donne au bébé et c'est fini. D'accord. Et pour ce qui est de... Tu restes au soleil. Donc, le bébé, on fait sortir le bébé au soleil. Donc, et c'est fini. Et pour on continue donc à donner à la maman les remèdes pour le sein. Donc, c'est la maman qui continue à boire le remède dans ce moment-là, pas le bébé. Parce que les ancêtres connaissaient aussi, nos grands-parents connaissaient aussi que le bébé, son foie n'est pas encore solide. pour filtrer tous ces produits-là. C'est la maman qui buvait les écorces, les remèdes, les écorces. Elle mangeait les bouillons, des feuilles, des légumes et tout ça. Et l'enfant prenait ça à partir du sein. D'accord. Jusqu'à ce que quand l'enfant a la fièvre jaune, donc la maman qui allaite l'enfant, allaitait en ce moment-là jusqu'à 1 an et plus. Parce que l'enfant devait toujours téter ses remèdes à travers le sein. D'accord. Et pour ce qui est de la rougeole, parce que les nouveau-nés étaient beaucoup victimes aussi d'une maladie comme la rougeole. La rougeole. Donc, ce qui est de la rougeole, on purgeait l'enfant après la cicatrisation du cordon ombilical. On purgeait le bébé. Tout simplement. Tout simplement, on lave le bébé avec les feuilles et tout, parce qu'on ne peut pas lui faire boire le remède. On préserve son cœur, son rythme cardiaque. On connaissait tout ça. Parce qu'il y a les remèdes indigènes que quand tu bois ça, ton cœur palpite. Donc, on ne pouvait pas donner ça au bébé.
En ce cas-là, on lave le bébé. Un bébé même s'il a le palu, tu peux faire une écoction du palu. Tu tiédis ça un peu. Tu trempes le bébé dedans. Pendant 30 minutes, le remède va entrer à travers la peau. Donc, il y a 2 options qu'on peut soigner le bébé sans toutefois briser son tube intérieur avec les médicaments à forte dose. D'accord, nous allons avancer. Hein. On part du nouveau-né, on vient aux enfants de 5-6 ans, c'est-à-dire qui est déjà prêt à aller à l'école. Oui. Nous avons remarqué aujourd'hui qu'il n'y a plus de prévention. Aujourd'hui, c'est quand on tombe malade qu'on cherche le remède. Est-ce que, à votre époque, pour que les enfants soient durs, soient forts, comme ils étaient là, Oui. c'était beaucoup plus la prévention? Parce que je me rappelle, hein, moi-même j'ai grandi au village, il était difficile de voir un jeune, un enfant malade. C'était pratiquement impossible. On était tellement forts, on était tellement durs, parce qu'on allait au champ, on allait puiser de l'eau. C'était rare de voir un jeune de 5 ans, 10 ans ou même 15 ans se coucher dans la journée parce qu'il était victime de paludisme ou parce qu'il était... C'était quoi le secret à cette époque? Parce que ça peut encore servir aujourd'hui, hein, matriarche. Le secret était que, vous voyez, je ne veux pas polluer ici certains produits. Le paludisme s'installe vraiment à l'époque où on a commencé à manger ce sel, n'importe comment, le sel de cuisine là. Ah bon? Comme tu entends. Le sel. Parce que l'enfant, à cette époque-là... On ne mangeait pas avant avec le sel, avec du sel? Le sel industriel là, non. On consommait le sel des végétaux. C'est ça qu'on préparait avec. Mais le sel a quoi à voir avec le paludisme, matriarche? Puisque c'est la nouvelle femelle. Puisque la nouvelle femelle a sa force quand tu as un taux élevé de sel dans le corps. À partir de ton enfance. C'est pour cela que nos grands-mères, moi je voyais ça. À partir du moment où on déclare qu'un enfant a le palu à la maison, du coup, vous allez manger les feuilles sans sel, dans les feuilles de manioc, les feuilles de zome, les feuilles même disons, on prépare le sanga. On vous fait trop les menus sans sel. Les bikomba même, on ne met pas le sel là. Vous mangez comme ça pendant 1 semaine. Donc, le paludisme là ne va pas s'éparpiller à la maison. Je comprends et maintenant. Tôt le matin, vous buvez, elle met les coctions. Vous buvez 2 cuillères à soupe, et c'est fini. Vous vous levez. D'accord, je comprends maintenant. Ça veut dire que quand on consomme beaucoup de sel, oui. Industriel, il faut bien préciser. Oui. On peut être victime de paludisme. Du paludisme et même certaines des maladies. Comme aujourd'hui, on a le diabète. D'accord. Je le dis parce que, matriarche, ça fait, par exemple, aujourd'hui, 19 ans par là, que même les simples maux de tête, moi, Nyamsi, je n'ai pas eu. Que même la simple grippe. Je parle de 19 ans, hein. N'en parlons pas de paludisme. Bon, beaucoup de personnes disent que c'est peut-être parce que que c'est le sang. Que nous sommes bâtis, par exemple, comme ça. Or, contrairement aux enfants qui plusieurs fois de temps en temps, ils ont paludisme, ils ont le paludisme. Or, le sel est quelque chose qui n'est pas consommé en grande échelle à la maison depuis belle lurette. Hein. Vraiment, quand on met du sel, c'est très c'est un peu légèrement. N'en parlons même pas du cube parce qu'on ne consomme pas le cube chez moi à la maison depuis très longtemps. Il faut consommer le sel de moins en moins. De moins en moins. Regarde une maman qui mange le sel du 1er au 31 décembre, n'a jamais préparé le coin parce que c'est la nourriture des pauvres. Même quand bien même ça porte déjà la cravate au marché. Elle ne peut pas préparer le coq. C'est la nourriture des pauvres. Quand bien même ça porte déjà la cravate au marché. Donc, elle ne mange presque pas les légumes normalement.
elle est enceinte, elle mange le sel, elle accouche un enfant qui est toujours malade. C'est parce que toi-même, tu as été mal nourri. Hein? C'est la nutrition qui fait tout ça. Donc, quand ma grand-mère et tous ces grands-mères-là, même aujourd'hui, quand la première des choses, si tu vois une reine de Movungu comme moi, et que tu as un problème avec un enfant qui est régulièrement malade, on va te dire que prive-lui du sel. Parce que le sel retient beaucoup de maladies dans le corps. D'accord. Ça trouve que la chair est sucrée. Le sel. Oui. Et ça se sucre aussi, ça se multiplie, ça reste là. Par contre, quand le corps n'est pas trop salé, la maladie ne reste pas longtemps. Le système immunitaire est plus efficace. Oui. Aussi. Parce que justement, les trucs comme les quem, le coq et tout ça, ça voilà. contribue à fortifier le système immunitaire. Les anticorps. Donc, c'est comme ça. Wow, c'est très important, hein, matriarche. Parce que madame me demande souvent que, mais toi, il est important d'aller de temps en temps faire les examens à l'hôpital parce que voir quelqu'un qui ne tombe jamais malade, le jour que ça va arriver, ça sera simplement la mort. Non. Or, il y a également, n'est-ce pas, l'hygiène de vie, comme tu le dis. Vie. Donc, il y a des personnes comme ça qu'ils ne tombent pas régulièrement malades parce que ton corps seul filtre. Il y a des fois, tu peux te priver de manger telle chose. Il y a des fois parce que c'est trop salé, parce que ça a un revers trop sucré. Tu te privé de ne plus manger ça. Parce que ça a un revers, en fait, qui a tous les deux éléments-là. D'accord. Par contre, les animaux domestiques sont malades. Pourquoi ceux de la forêt ne sont pas malades? Justement, très bonne question. Parce qu'ils mangeaient déjà le sel. C'est pour cela que ma grand-mère avait un chien. Donc, elle trouve que tu as donné la viande à son chien qui est salée, ou que tu as donné une nourriture qui a le sel à son chien. Parce que quand le chien ne mange pas le sel, il vit plus longtemps. Bon à savoir. Maintenant, nourrissez donc les animaux domestiques avec quoi et comment à cette époque-là? Les animaux domestiques, par exemple le chat, tu cherchais les souris de la forêt. Le chat pouvait tuer les souris de la maison, en même temps ceux de la forêt. On tape le manioc, on lui donne. Au chat? Oui, sans sel. Mais aujourd'hui, on mélange la sauce, on donne au chat, il mange. Est-ce que c'est la raison pour laquelle certains chats ne poursuivent même plus certaines souris aussi? Oui, ils jouent avec les souris. Moi, je connais les chats qui jouent avec les souris. Ils guettent la souris, ils tapent comme ça là. La souris part d'abord se cacher. Ainsi de suite. Ok, matriarche, quel était le moyen de prévention des maladies à l'époque traditionnelle en Afrique? À l'époque où le Movungu battait son plein, quel était le moyen de prévention des maladies? Qu'est-ce qu'on donnait aux enfants quand ils grandissaient pour prévenir la maladie? Pour qu'à cette époque-là, les enfants étaient tellement forts, ils ne tombaient pratiquement jamais malades. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est des poulets de ferme que nous avons. À l'époque, un mois ne peut pas passer sans qu'un enfant aujourd'hui ne tombe malade. À cette époque, il y avait des traitements qu'on faisait par période, par saison. Disons, la saison sèche, la saison de pluie arrive avec beaucoup de maladies. On fait un rite, un grand rite. On met les marmites en argile, des remèdes dehors. Cela veut dire que n'importe qui passe peut se retrouver en train de boire même un noix de coco de remède, ainsi que tous les enfants. Donc, c'est ce qu'on faisait. Et pour les enfants, on les prenait, on lavait avec les écorces, les feuilles, tout ça. Pour que la période passe. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas d'habits. L'Africain n'avait pas les habits. On s'habillait avec les écorces, avec les habits osés. Donc, le corps était dehors. On refabriquait les huiles, huile de palmiste, huile de karité, huile de ceci, pour embaumer le corps le matin.
Moi, je me rappelle que ma grand-mère nous disait souvent, le matin, quand vous vous réveillez, il faut vous oindre. Il faut vous oindre. Pour enfin aller vous laver à l'eau dans l'après-midi, après le champ. Vous vous lavez, vous revenez à la maison. Tu te oins régulièrement pendant la saison de pluie. Tu te oins beaucoup pendant la saison de pluie. Donc, c'est comme on parle aujourd'hui, gommage. Nos ancêtres connaissaient ça. Moi, je me rappelle, il y avait certaines femmes au village, même ma mère, avant d'aller au champ, elle coupait la sève d'un arbre. Ou qu'on va trouver que papa a coupé ça, ça coule là sur l'assiette en bois. Donc, il recueille ça recueilli dans l'assiette en bois. C'est là, ça tombe la tape. Donc, avant notre arrivée, on va trouver que c'est plein. Elle prend ça. L'argile blanche est emballée dans un paquet à côté. Elle prend ça. Elle s'embaume avec mes tantes, mes soeurs qui sont déjà grandes et tout. Donc, vous les enfants, vous n'avez que droit à l'huile. À la maison, vous vous oignez très fort. Parce que vous n'avez pas de pull. Hein? Vous n'avez pas de pull, vous n'avez pas de chaussures. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se font la honte de dire qu'ils étaient pauvres, machin, ils se prennent, ça dit qu'une folie d'encombrement de... Mais Mathias, c'est quand même une chance d'avoir vécu cette époque-là. Moi, ma génération est l'intermédiaire, pas très lointain de cette période-là, oui, et du modernisme. Parce que quand tu parles du remède, je me rappelle que quand on allait au village, c'est vrai que j'ai grandi là-bas, mais quand mon père, je l'ai expliqué ici la dernière fois, quand mon père est venu chercher ma mère pour qu'ils aillent fonder la vie, mais je venais quand même chaque vacances au village. C'est-à-dire, la grand-mère posait une marmite de remède dans la cour le matin. Elle posait un gobelet. Même ceux qui n'étaient pas des nôtres, quand ils traversaient pour aller au champ, prenaient son gobelet, buvaient, déposaient et ils partaient. Ceux qui allaient au marché en traversant prenaient leur gobelet. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, même l'eau. Tu sais que bon, les gens qui sont dans tel village n'ont pas l'eau propre. Vous avez l'eau dans votre village qui sort dans un rocher comme chez nous. Voilà. Donc, on nous exigeait de puiser l'eau, on met dans les canaries, on pose là à la véranda, on couvre avec les feuilles qui sont dures, on met les cocotiers là, dans le panier. Donc, quand ils sortent de là-bas, ils ont leur boîte traditionnelle là, ils remplissent l'eau là, ils boivent. Il continue, s'il y a la banane là à côté, il mange, il continue son chemin parce que le centre pour prendre la voiture ou pour aller au marché était loin. Et l'église en plus, c'était loin. Donc les femmes à l'époque, là, les hommes à l'époque connaissaient la valeur des autres. La valeur de donner les énergies, de donner la santé. Il y avait ça. Justement, quand les grands-mères ou les grands-pères voisins se rendaient compte que notre grand-mère, par exemple, était malade, on avait comme l'impression qu'ils savaient exactement la maladie qu'elle avait. Oui. C'est-à-dire, ils venaient avec le remède et dès qu'elle l'ingurgitait, 1-2 jours après, elle était debout et puis elle prenait la route du champ. Oui. Et vice-versa. Parfois, notre grand-mère s'exclamait « Ah, Mani Bilo, elle est malade. Elle dit que je m'en vais cueillir quelques feuilles, là, je viens chauffer, je mets ça dans un truc comme ça, là, je m'en vais lui donner. » Sans toutefois savoir de quoi elle souffrait. Mais je me posais la question de savoir comment c'était possible à cette époque-là, matriage, sans même connaître de quoi elle souffrait. Elle partait, elle cueillait quelques feuilles, elle venait mettre sur le couvercle de la marmite. Dès que ça chauffait un peu, elle prenait d'autres feuilles, elle mettait à l'intérieur, elle attachait, elle partait donner. 2 jours plus tard, on voyait la grand-mère en question, en partant au marché, traverser pour dire merci pour mon remède que tu as fait. Bon, il y a
les remèdes que ma grand-mère faisait comme ça. Est-ce que, monsieur le journaliste, vous savez que ce jour-ci, vraiment, c'est une grande école. Hein. C'est ce jour-ci que j'ai relevé 4 sortes de salades que je peux dire que personne ne connaît dans le monde entier et que c'est au Cameroun. On passe tout notre temps à prendre la salade on dit là. Donc, la salade, j'ai préparé ça à la maison. Peut-être que quelqu'un d'autres personnes connaissent aussi ça quelque part dans le coin du monde. Mais ils ont négligé. On met même l'herbicide là. Ce sont les salades thérapeutiques, oui, maquillage. grave. Grave. Cette salade-là, tu manges ça, ça te soigne les levures. Bon, tu sais que tes enfants t'écoutent, non? Oui. Voilà, dis-nous alors la recette. Quelle est la composition? La composition, c'est les herbes, non? Quelle herbe, par exemple? C'est les moutons qui mangent ça. Mais c'est une bonne salade. C'est le mouton? Les moutons qu'on attache là qui mangent ça. Par contre, quand tu fais ça, tu manges ça. C'est une salade que tu n'as pas l'idée. Et ton ventre est tranquille avec ça. Comment je reconnais ça? Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de faire la salade, machin. Ma grand-mère prenait les petites tomates là, du village. Elle prenait les tomates là. Elle prenait l'herbe là. Elle prenait les échalotes. Elle découpait le piment dedans. Un plat frais. Elle découpe le piment dedans. Les petits échalotes là. Bio, comme on l'appelle aujourd'hui. Oui. On n'avait pas les oignons qu'on cultive avec les engrais là. Donc, elle finit de découper. Elle dit que... Parce qu'elle voit que quand elle va te donner l'herbe la crue, tu ne vas pas manger. Tu vas dire que c'est pour la chèvre. Donc, elle fait ça comme ça. Vous mangez avec le manioc. Et curieusement, on n'avait jamais connu ce qu'on appelle levure. Levure, que c'est dans le ventre fait mal. Ou les vers. Ou les vers intestinaux, là, jamais. Par contre, quand tu vas rester là, tu dis que c'est les chèvres qui broutent ça. Vraiment, c'est grave. Hein, alors que non seulement c'est comestible pour l'homme, mais c'est thérapeutique en même temps. En même temps. Et l'herbe là est négligée. Négligée. D'accord. En off tout à l'heure, je vais prendre la recette comme ça. Je vais aller, madame va faire ça à la maison. Alors, matriarche, en termes de posologie, je vais prendre un exemple avec la médecine conventionnelle. Oui. Quand un enfant de 5 ans est victime de paludisme et un autre de 10 ans ou de 15 ans, la posologie n'est pas la même. Ça veut dire quoi? Si par exemple on te donne 2 comprimés de para pour celui qui a 5 ans avec 2 comprimés de quinine 3, l'enfant de 10 ans par exemple en prenait 4. Bon, maintenant sur le plan de la médecine traditionnelle, oui. Comment est-ce que la posologie était faite, que ce soit pour l'enfant de 5 ans et pour l'enfant de 10 ans ou 15 ans? Je suis curieux, hein, parce que quand on dit qu'on mélange les herbes et tout ça pour boire et soigner, bon, en fonction de l'âge et en fonction du degré de la maladie, comment est-ce qu'on mesurait ça pour que ça donne à cette époque-là un résultat vraiment probant? Je veux savoir. Et les autres aussi. Vous voyez les boîtes, il y a les boîtes traditionnelles là qu'on met le vin là-dedans. Ça pousse. On appelle ça comment? Les calebasses. Les calebasses. Oui. Les calebasses, il y a plusieurs formes de calebasses. Il y a plusieurs formes de calebasses. C'est dans ça qu'on mesurait les doses. Cela veut dire on découpe les têtes des calebasses. T'as le calebasse grand, calebasse petit. C'est les trucs qu'on devait même reprendre, je pense, ça. On voit donc la tête du calebasse qui est en mesure avec ton doigt-ci. Tout le pouce. On coupe la tête du calebasse. Donc voilà. À la dimension de ton pouce. Voilà. Et c'est coupé plein, c'est gardé dans la claie là où il y a la chaleur.
Donc, quand on connaît ton âge, on prend donc ce qui... On va mesurer ton pouce et c'est là qu'on va te mettre le remède. Mais est-ce que le pouce d'un enfant de 15 ans est très différent de celui d'un enfant de 20 ans? Oui, c'est différent, c'est différent. Ah bon, hein? Oui. Donc, la proportion du poids, le poids de quelqu'un, parce qu'on n'avait pas le poids. On te prend le poids à l'hôpital, non. Quand on te prescrit certains médicaments, on te prend le poids, non. Bon, mais là, c'était le poids avec la taille. Par exemple, un antibiotique. On prenait comment? Avec le pouce. Même le poids? Même le poids, c'était là. Donc, à travers ton pouce, on pouvait connaître par exemple, si je veux te donner le remède du palu, comme tu es là, je mesure mon pouce. Ton pouce. C'est avec ça que je te mets la dose du remède. Dans le cas où je ne peux pas te sortir ce secret, je fais une limite une dose de présomption. Je sais que bon, son pouce peut avoir tant de centimètres, des millimètres. Je te donne le remède avec ça. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas d'accident dû à la dose médicamentaire? Oui, il y a bien eu des accidents. Il y a bien eu des accidents. Mais c'était rare. Parce que c'était à l'accoutumée déjà. Les gens savaient déjà mesurer les doses des médicaments. Comme je vous ai dit tout à l'heure que un petit bébé était soigné par la peau et par le sang de sa mère. Bon, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne prévient plus la maladie, qu'on attende plutôt être malade avant de tomber, avant de chercher à soigner? Parce que je me rappelle quand on était un peu plus petit, parlant déjà de la médecine conventionnelle, chaque samedi, on nous donnait le Nivaquine. Or, pourtant, on n'était pas malade. C'est vrai que le bas de mon lit était rempli de Nivaquine parce que chaque fois que je prenais, je passais comme c'était amer, je partais jeter sur le lit. Oui. Et un mois après, quand ma mère vient pour faire le ménage dans ma chambre, elle dit que mais ce n'est pas possible. Il ne boit jamais les remèdes qu'on lui donne. On prévenait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne prévienne plus la maladie? Même si se soigner sur le plan traditionnel n'est pas si cher. Mais pourquoi est-ce que on ne cherche pas à avoir justement des remèdes? Il y a des remèdes amers là, embouteillés dans les bouteilles de 1,5 litre que tu bois. Ça soigne à la fois la typhoïde, le paludisme, les vers, les levures. Oh, quand tu prends ça en guise de prévention, quand ça arrive, la maladie ne te trouve pas. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à avant, on ne prévient plus la maladie? On attend une fois qu'on est malade, qu'on court à l'hôpital, qu'on court à gauche et à droite pour chercher comment se soigner. Aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent déjà comment prévenir ces maladies traditionnellement avec la médecine traditionnelle. Beaucoup de gens ignorent déjà ça. Et il y a aussi ce second qui a fait un décalage de ce manquement de par les guerres, de par le combat entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Ah d'accord, il y a eu une coupure. Il y a eu une rupture d'enseignement, de relais pendant des années. Parce qu'il fallait bannir la médecine traditionnelle pour mettre la médecine conventionnelle avec le commerce pharmaceutique. D'accord. Vu que cette eau n'est pas encore le commerce pharmaceutique, donc les scientifiques sont encore à la recherche de comment soigner les gens, les doses de médicaments et autres. C'est ça qui fait donc un retard. À cela, les gens meurent. Comme par exemple, ce n'est pas un secret pour quelqu'un, pour quand il y avait le Covid là, on a dit que les gens attendaient le vaccin, non? Pendant qu'ils cherchaient encore le vaccin, les gens mouraient, non? C'est comme ça toutes les maladies dans le monde. Pendant qu'ils cherchaient encore comment soigner, les gens meurent.
Parce que ceux qui détenaient même ce savoir patrimonial sont déjà morts depuis. On les avait assassinés d'une certaine façon. D'autres sont aussi morts par la guerre. D'autres sont aussi morts par l'étouffement colonial. Que tu ne dois pas parler. Hein? Donc, c'est Et comme nos ça. ancêtres t'ont préservé. Nos ancêtres... Comme beaucoup également. Comme beaucoup... Comme toi. Il y a toujours Parce que les cooks, par les exemple, qui soignent le Covid, oui, est planté devant ta maison au oui, village Anzili. Azili. Et pendant le Covid, les gens étaient alignés là-bas justement pour prendre ces cook qui soignaient le Covid. Le Covid. Donc, c'est ça. Il y a aussi ces phénomènes que les pharmacies... Moi, je suis partie une fois à l'Est, dans un village où j'ai trouvé que un pays européen a les coucous, des hectares et des hectares. Il y a même les gardes forestiers là-bas que... En Europe? Ici au Cameroun. Ah, d'accord. Que tu ne peux même pas entrer pour toucher seulement à l'écorce ou à un de ses racines. Et ça appartient à un pays européen. Si je suis là, on va me taper. Du moment où ils ont découvert effectivement que les cooks soignaient le Covid, oui, comme à leur coutumée, oui, ils sont venus acheter toute une forêt de cooks et mettre les gardes forestiers. Mettre les gardes, Voilà prélever même les rejetons des cooks, les jeunes plants des cooks qui étaient dans d'autres forêts et en faire des hectares. Hein? Jusqu'à Tu ne peux pas entrer là-bas. Tu ne peux pas entrer là-bas. Donc, si vous avez les cooks, gardez ça. Tu trouves un plan de cooks que tu peux... on est déjà arrivé à un niveau où les Africains, les Camerounais doivent apprendre à planter les arbres. Parce que si nous autres, on avait la bouche dans ce pays, je te dirais que, comme en France, avant d'arriver, il faut être assuré. Si le Français vient aussi au Cameroun, avant d'entrer, il faut qu'il achète un arbre, on plante ça. Un arbre, je ne veux pas entrer en profondeur. On a compris le message, Mathias. Oui. Un arbre. Un arbre. Si un Français vient aussi entrer au Cameroun, il plante un arbre. Cela veut dire que quand tu arrives à l'aéroport, le ministère de l'Environnement et de Forêt, tu leur donnes leur caution là, en francs euros. On te donne un papier que pendant ta libre circulation avec ton passeport, on sait que tu as planté un arbre. Même si tu viens 10 fois au Cameroun, tu plantes l'arbre. Parce que ça va aider avec la disparition des des espèces en voie de disparition. Ça va aider avec le réchauffement climatique qu'on a aujourd'hui, qu'on ne peut pas s'abriter quelque part. Avec le changement climatique là, la reine des arbres de forêt est en défaillance. Il faut qu'on plante les arbres pour parler de cette santé. Il faut qu'on plante des arbres. Par exemple, dans le Movungu, on est obligé d'aller en forêt. On part en forêt. Tu vas venir faire le Movungu sur le goudron? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes obligé d'aller en forêt. Et cette forêt doit être matérialisée avec tous ces arbres. Et la forêt, c'est le contact justement avec ces arbres-là et toutes ces plantes-là. Qui sont vivantes. Ils sont des réalités vivantes et qui sont de la thérapeutiques, donc c'est-à-dire qui soignent l'être. Qui soignent l'être. Parce qu'en forêt, mon grand-père nous disait souvent, quand tu pars en forêt, même si tu veux abattre un arbre, ne doite pas l'arbre là la veille. Le jour que tu viens abattre cet arbre-là, explique-lui pourquoi tu l'abats. Il va se métamorphoser dans ses racines et il va ressortir la tête ailleurs. Pendant que son tronc qui te dérangeait ici, là, tu as coupé ça. Et ça, c'était exclu, même si c'est un champ. Quand les arbres qu'on a coupés, tu ne dois pas mettre le feu là, sur un tronc d'arbre qu'on a coupé. Tu ne peux mettre le feu sur un tronc d'arbre qui est déjà sec, debout. Mais l'arbre qu'on a coupé, tu ne dois pas mettre le feu là.
Parce que tu laisses à cet arbre l'espoir de vivre. Tu ne dois même pas allumer le feu sur ses racines. Mais aujourd'hui, tu vas dire aux gens que le feu de brousse n'est pas bien. Tu vas trouver que quelqu'un a dénudé le sol. Ça dit nu le sol. Alors que les arbres ne sont pas là par hasard. Par hasard. Ça protège pour tout. La mélanine que les gens cherchent aujourd'hui, tu vois que ça se retrouve dans la forêt. Donc, il y a ça. Tu vas te surprendre que tu viens, tu brûles. Après ça, tu rentres à la maison, tu es fatigué. Tu te dis que mais j'étais brûlé le champ, je suis fatigué. L'air, cela veut dire que la forêt était fâchée contre toi. C'était fâché contre toi. Donc, il faut que pour les soins, pour qu'on améliore vraiment nos soins en Afrique, il faut qu'on se mette à planter les arbres. Surtout les espèces en voie de disparition. Tous les arbres que vous voyez en Afrique là, dans nos forêts, sont les arbres qui sont utiles et que leur savoir est enterré dans certaines têtes de nos aïeux qui sont partis. Exactement. Donc, une bibliothèque partie, enterrée. D'accord, Mathias, on va prendre une transition, c'est-à-dire la bande-annonce. À une certaine époque, quand il faisait très chaud dans ce studio, quand on prenait la transition, c'était pour prendre un verre d'eau. Bon, maintenant qu'il fait très froid à cause de la clim, on va prendre une transition pour prendre un petit café. Voilà, donc on prend la bande-annonce et puis on se retrouve... Pour prendre l'eau chaude. Pour prendre l'eau chaude, voilà, et conclure l'émission. À tout de suite, madame, messieurs. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Retour sur le plateau, vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision, nous sommes mardi et je suis avec la matriarche Nangonjoy, la Wabet Nou Mvungu.
avec qui nous abordons le sujet sur la médecine dans l'Afrique traditionnelle. Nous avons déjà beaucoup dit. Bientôt, nous arrivons à la fin, Mathias, de cette émission. Mais l'avant-dernière question que je vais te poser est celle de savoir comment est-ce que la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle coexistent-elles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a conflit ou tout simplement il y a entente, c'est-à-dire l'une essaie d'épuiser dans l'autre et vice-versa? Tout ça pour aider l'humanité. Comment est-ce qu'elles coexistent? Est-ce qu'il y a un conflit? Non, ce ne serait pas un conflit en tant que tel, mais c'est la compétence à approuver. C'est ça, c'est sur cette base que nous sommes ensemble pour compétir à éradiquer beaucoup de maladies. Bon. Par exemple, je vais citer dans la médecine conventionnelle, il y a la chirurgie que la médecine traditionnelle ne fait pas. Aujourd'hui, là. Juste parce que les ancêtres qui faisaient la chirurgie, là, ils ont été bannis à l'époque coloniale. Ils ont été bannis. Ils n'ont pas eu le temps de transmettre. Ils n'ont pas eu le temps de transmettre. Donc, on a eu ce décalage de transmettre là. Et maintenant, la médecine, avec l'historique de certaines personnes, la médecine conventionnelle a pris le relais. Avant qu'ils n'aient suivi ce relais dans le monde entier, ils ont aussi eu des échecs pendant des années graves. C'est pour cela qu'eux-mêmes, ils ont sorti aujourd'hui ce qu'on appelle cobaye. Qu'ils essayent de faire telle chose. Après, ils sont toujours dans les recherches, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la médecine traditionnelle donne tel produit. Et ils regardent, ils voient. Ils disent que bon, moi, je peux transmettre ça comme ça. C'est ça. Si bien qu'aujourd'hui, on est arrivé à une solution où bientôt, dans les hôpitaux, tu arrives à l'hôpital, tu peux te soigner dans la médecine traditionnelle ou tu te soignes dans la médecine conventionnelle. Justement, tu abordes déjà la réponse de la dernière question que je voulais te poser, Mathias, c'est celle de savoir comment vois-tu l'avenir de la médecine traditionnelle en Afrique et notamment son rôle dans le système de santé global? Tu étais déjà en train de répondre à cette question. Oui. Son rôle dans le système de santé global, c'est que c'est le patient qui aura à faire le choix quand il arrive à l'hôpital. Donc, ils peuvent cohabiter dans un même espace. Ils peuvent cohabiter dans un même espace. Mais c'est l'analyste qui peut dire que, bon, aujourd'hui, c'est la médecine traditionnelle qui peut recouvrir cette maladie, cette épidémie. Là, c'est la médecine conventionnelle qui peut faire recouvrir cette maladie. On a eu la preuve quand il y avait le Covid là. On a dit dans toutes les antennes qu'en Afrique, ce sera l'hécatombe. Parce qu'eux, ils se disaient en Europe qu'ils ont trouvé un moyen de se confiner. Le secrétaire général de l'ONU, Guterres. Oui, que ce sera l'hécatombe en Afrique. On les a aussi dit que, mais ce ne sera pas l'hécatombe ici. Ce sera plutôt l'hécatombe là-bas. Nous, on a pitié de vous. Hein? Comment vous pouvez dire des choses comme ça? On a des potions régulièrement. Vous n'avez pas de produits naturels là-bas. Vous n'avez pas de produits naturels. Le sol est déjà pollué avec les engrais et les pesticides. Ce n'est plus naturel. Nous, on a encore un sol naturel. Eux-mêmes, ils disent que si l'Afrique, on leur donnait l'Afrique, ce sera un paradis terrestre pour eux. Parce qu'ils savent aujourd'hui qu'ils ont gâté leur pays. Maintenant, c'est l'Afrique qui reste un peu vierge. Un peu vierge dans certains endroits. Parce que je me rappelle quand j'étais petite,
mes grands-mères, mes grands-parents ont pleuré. Il y avait un truc, quand on disait aux gens, planter le cacao, que les gens doivent planter le cacao. Le cacao, si, pour que les gens plantent le cacao, on les bastonnait, hein? On les bastonnait de couper les arbres pour planter le cacao. Et c'était à combien? Alors, comme on avait vu que les gens avaient tout à la forêt, je vais un peu quitter un peu cette question-là. Parce qu'il faut qu'il y ait des éclaircissements. On nous apprenait en histoire, nos ancêtres vivaient de la cueillette et de la chasse. Aujourd'hui, quelle est la cueillette que les hommes vivent avec? Rien. Est-ce qu'ils avaient besoin de planter les choses? Non. Tout poussait normalement. Donc le manioc pousse ici, là. Ça fait coucher sa branche. Ça pousse là-bas. La canne à sucre, moi je reconnais les cannes à sucre de plus de 10 mètres. Donc ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Tu coupes. Même tu abandonnes l'autre. Ça continue à pousser dans la brousse. Il y a des zones ici, encore au Cameroun, où naturellement. Naturellement, où les choses poussent comme ça. Le macabo n'a pas planté. Ça pousse tout seul. Le keling et tout ça. Le zoom, ça pousse tout seul. J'ai deux grosses tiges de ndolé à la maison. Je ne sais pas qui a mis ça. C'est la nature. Mais on en profite. Chaque fois, on coupe. Madame partage même, mais ça continue de pousser. Alors, quand j'étais donc petite, un soir, on est arrivé comme ça. On a trouvé tous les grands-parents en larmes. Tout le village, tous les grands-parents, celui qui était assis à la véranda, est triste. Celui qui faisait les paniers, tu voyais qu'il ne faisait plus les paniers. Il disait que les blancs, si. Ils ont mis l'hélicoptère en haut, pour arroser notre forêt d'un liquide qui était comme la craie, comme la peinture blanche, comme la chaux. Donc les feuilles de manioc avaient ça. Et c'était là, pendant la floraison des arbres, des fruits de forêt. Pendant cette floraison-là, ils ont arrosé et ces arbres sont morts comme ça, sans plus jamais donner de fruits. C'est pas possible. Juste parce que ils veulent que les gens entrent dans un rythme commercial de l'agriculture. Ils n'ont pas laissé la forêt vierge en Afrique. Ils n'ont pas laissé. Ils ont mis l'hélicoptère. Parce que ils nous disaient ça. Ils ont mis l'hélicoptère pour arroser. Parce que dans mon village, les gens étaient rebelles. Donc tu ne pouvais pas venir là, tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, il t'obéit là. Non. Parce qu'on les a trop torturés. Tu étais partout en Afrique comme ça. J'ai vu comment on a tapé mon père pour payer les impôts. À cause de la route, hein. J'ai vu. On venait la nuit, les gendarmes venaient la nuit, on arrêtait les gens, on les fessait pour payer les impôts annuels. De combien? 3 000 francs. 3 000 par an. Pour un père d'enfant qui, papa avait à cette époque-là, il avait 10 enfants. C'est un monsieur dont je préfère taire le nom, qui était policier à l'époque, qui a intervenu pour que mon père ne paye plus les impôts, qu'il a beaucoup d'enfants. Donc, c'était terrible. Malheureusement, donc, Mathias, ce sont les réalités que nos parents ont vécues. Il y a donc cette forêt qu'on a perdue pour nos médicaments, pour soigner beaucoup d'épidémies, et que vraiment, il faut qu'on arrête aussi. C'est une petite sensibilisation que je peux faire, si vous me le permettez, qu'on arrête d'abattre les arbres quand on fait les champs. Ça dit, tu abats les arbres, tu préserves les allées d'ombre. Donc, s'il y a une espèce d'arbre, peut-être il y a 5 arbres de même espèce. Tu abats 2, tu laisses 3. Parce que tu ne sais pas, le réchauffement climatique peut venir abattre même 2, il reste seulement 1. Et que ça peut reproduire après. Exactement. Merci infiniment, Mathias, pour
comment je vais dire ça, cette richesse, cet enseignement riche, une fois de plus, à l'endroit de tes fils et de tes filles. Mes filles. Du monde entier. Du monde entier. Merci beaucoup. Et que eux-mêmes doivent aussi se faire former, s'initier à cela parce que on a besoin du relais qu'on transmette. Ça fait mal quand tu vois que tu vieillis comme je vieillis comme ça. Tu n'as pas transmis au moins à 10 000 personnes ce que tu connais. C'est grave. C'est grave. Exactement. Voilà, nous avons découvert ensemble la richesse et la profondeur des savoirs ancestraux, leur importance dans les communautés africaines et les défis qu'ils rencontrent face à la modernité. Cette émission nous rappelle l'importance de préserver et de valoriser notre patrimoine culturel et médical, comme l'a dit la matriarche. Et sur ce, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est pris demain pour l'édition spéciale Kemet Reconnexion 2024. Seront sur le plateau le frère Tot Abonné, Sa Majesté Wendo Mabouf, moi-même le Ipouti Nyamsi Yomba et le combo Iboga Evanga qui nous vient de la brousse, nous espérons, avec beaucoup de provisions. Restez en compagnie, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, des programmes de Kemet et Télévision qui se poursuivent. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur du Movongo. Salut. Salut, matriage. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Banzi makomanga ngabo kai